Hey, salut, c'est Fred. Aujourd'hui, je me trouve dans la ville voisine d'où j'habite. Alors donc, bienvenue à Terrebonne. Aujourd'hui, nous allons découvrir la 10e ville la plus peuplée au Québec. Elle sera pour vous, je pense, un magnifique arrêt de journée à proximité de Montréal. Pour ceux qui visitent Montréal, c'est assez facile de se rendre sur place, vraiment. Et puis, vous y trouverez tout pour vous plaire. Des espaces verts, une histoire passionnante d'une ancienne seigneurie et ses nombreux festivals et événements. Aussi, ne pas oublier ses 2 microbrasseries et puis ses nombreux points de restauration. Pour vous localiser, la ville de Terrebonne est située dans la région de Lanaudière, sur la couronne nord de la région métropolitaine de Montréal, qui se trouve tout simplement au nord de l'île de Laval et de la rivière des Mille-Îles qui longe la ville. Pour s'y rendre, vous avez 2 possibilités. Alors la première est de prendre la voiture. C'est un trajet de environ 45 minutes ou de 38 minutes en passant par le pont Péage. Et puis, tous les parcours sont faits à partir du centre-ville de Montréal. Donc, si vous êtes de Laval, ça va être moins loin, etc. L'autre option, qui est assez rare au Québec, c'est que vous pouvez prendre le transport en commun directement depuis Montréal, ce qui est un grand avantage. Pour vous rendre, vous prenez la ligne orange, donc depuis la station Place d'Armes, on va prendre par exemple le Palais des Congrès. Vous vous dirigez directement à la station Montmorency, au terminus Montmorency. Puis, vous allez aller sur le quai numéro 1 de le terminus de bus pour prendre l'autobus 19 qui est directement en direction du terminus de Terrebonne. Attention, au Québec, le système des transports en commun est divisé en 4 parties. Donc, vous avez la zone A qui est la zone pour Montréal, la B pour Laval, la C pour Longueuil et la couronne nord en général, donc couronne sud, couronne nord. Et puis, vous avez la D qui est quelques villes vraiment plus dans le sud. Donc, assurez-vous d'avoir un pass pour la zone A et B, plus en même temps la zone C pour les autobus, sinon vous ne pourrez pas vous rendre. Arrivé sur place, arrivé au terminus, vous pouvez soit prendre l'autobus 8 qui vous amènera directement en autobus devant le vieux Terrebonne avec sur la rue Saint-Louis, ou vous pouvez marcher 25 minutes sur le bord de la rivière des Mille-Îles, soit par l'île Saint-Jean, comme le parcours que je vais vous montrer prochainement dans la vidéo. Donc, vous pouvez partir 25 minutes. Ça allonge vraiment la rivière, c'est magnifique. Ça permet d'avoir des très belles vues sur la rivière, les animaux. Et puis, c'est complètement à l'ombre. Donc, s'il fait vraiment chaud, c'est une bonne façon de faire. Ou sinon, vous pouvez marcher aussi sur la rue Saint-Louis avec les maisons patrimoniales que vous allez voir à la fin de la vidéo. C'est juste que celle-là, c'est plus passant, il y a moins de verdure, mais c'est quand même très joli aussi. Vous pouvez voir les magnifiques bâtiments. Alors, commençons par les origines du territoire. Le territoire où l'on se trouve aujourd'hui était habité par les Iroquois du Saint-Laurent, qui est un peuple autochtone, mais aussi par plusieurs nomades Anishinabés qui passent dans la région et certains s'installent temporairement lors de l'été sur les berges de l'île Jésus, aujourd'hui Laval. Alors, il y avait beaucoup de passages autochtones et pour la traite des fourrures, mais très peu de personnes qui s'y ont installées progressivement. Il va falloir attendre un peu plus longtemps pour voir le premier seigneur qui possédera la seigneurie de Terrebonne, qui s'écrivait avant T-E-R, et non pas qu'il y avait 2 R comme la terre est bonne, c'était juste T-E-R. Donc le premier seigneur sera André Dollier-Deslandes, qui résidera à Paris toute sa vie. Il ne l'aura jamais visité de toute son histoire. Puis après, plusieurs seigneurs vont se succéder, mais certains marqueront réellement l'histoire de la ville. Nous allons le voir avec les différents lieux qu'ils auront marqués dans la ville et qui sont encore aujourd'hui présents. Alors donc pour commencer, j'ai débuté ma visite, comme je vous le disais, par une magnifique promenade sur le bord des rives de l'île Saint-Jean. C'était absolument magnifique. Aller sur les petites berges, voir les différents oiseaux, c'était magnifique, vraiment. Alors je vous le conseille fortement. L'île est majoritairement résidentielle, donc vraiment, c'est pas très touristique, mais vraiment c'est un beau point de passage. Le chemin se termine sur le parc nommé de la Pointe de l'Île, qui est un magnifique parc qui vous offre des magnifiques vues sur l'île des Moulins, qui sera par la suite. Et puis vraiment, c'est là où est-ce que j'ai tourné la majorité de mes plans pour le barrage. Vraiment, c'était magnifique. Aussi, fait important, il y a une route de vélo qui vous permet de traverser toute la ville au complet. Ça fait plusieurs kilomètres et puis c'est même relié à un autre circuit de vélo dans la région qui est juste à côté de la nôtre, qui est les Laurentides, donc le Petit Train du Nord, qui est une véloroute très connue ici et qui est faite sur des anciens chemins de fer. Et puis la Trans-Terrebonne, qui est notre véloroute à nous, elle est directement reliée avec elle.
ce qui est assez étonnant. Donc, vous pouvez faire 50 km à vélo facilement. Et puis, tout est en piste cyclable et tout. C'est super sécuritaire. Et puis, c'est une très belle expérience pour les sportifs. Et puis, le Vieux-Terrebonne pourrait être un très bel arrêt pour vous. Alors maintenant, on se trouve devant le barrage. Alors, le barrage du Moulin-Neuf fut construit en 1979, imaginez-vous, pour remplacer l'ancienne digue située au même endroit qui sera dynamitée en 1972 suite à de nombreuses inquiétudes liées à son état par le propriétaire lui-même qui l'aura dynamité. Ces événements ont mené à ce que la ville acquiert l'île au complet et la classe pour protéger son patrimoine qui était en danger, qui était au lieu public. Alors, savez-vous que le premier barrage fut construit dès 1721 pour maintenir un niveau d'eau dans l'écluse des moulins qui sera plus tard associé au moulin à scie? Alors, donc sur le bord de la rivière des Moulins, il y avait autrefois deux moulins qui seront un moulin à carder et un autre à fouler, qui sont remplacés progressivement à la fin par le nouveau moulin qui est le Moulin Neuf. Alors, qu'est-ce qu'un moulin à carder? C'est un moulin qui peignait les laines et préparait le filage. Et puis un moulin à fouler, c'est un moulin qui traitait les étoffes de laine, souvent les draps, pour les rendre plus doux et denses et imperméables. Puis une nouvelle retenue d'eau est construite en 1872 par la famille Masson, près de l'endroit actuel. Donc avant, les deux autres barrages, étaient situés entre l'île des Moulins et l'île aux Vaches. Cette fois-ci, ils l'ont vraiment reculé beaucoup plus pour qu'il soit à côté du Moulin Neuf, et puis c'est à peu près à l'emplacement où est-ce qu'on peut voir l'écluse aujourd'hui. Donc, je suis tombé directement devant ce moulin qui fut construit en 1850 pour remplacer la majorité, les deux autres qui étaient déjà là. Alors, ça a été instauré par la seigneuresse et la veuve de Monsieur Masson, Geneviève Sophie Raymond Masson, qui a été très importante dans l'histoire, on va le voir plus tard. Il devient l'un des plus beaux moulins de la province. Ce moulin produisait les mêmes produits que les deux autres moulins, comme je vous ai cité auparavant. Aujourd'hui, le bâtiment a été reconverti en salle de spectacle et d'exposition. Alors, cet été, il y a une magnifique exposition sur le hockey hivernal. Ça change vraiment à chaque année. Puis, après avoir découvert ces bâtiments, il y a maintenant le reste du parc, qui est le reste de l'île, qui est avec des nombreuses places assises, une petite scène de spectacle en extérieur et de nombreuses statues éparpillées à plusieurs endroits différenciés dans le parc. Alors, donc, sur place, vous avez vraiment des chaises Adirondack sur le bord de la rivière. C'est absolument magnifique, mais arrivez tôt car les gens les apprécient aussi beaucoup. Vous allez pouvoir regarder la faune, il y a des tables de pique-nique, il y a des espaces pour pique-nique, c'est vraiment magnifique. Ça vaut la peine juste pour ça, il y a beaucoup d'ombre aussi, et puis les statues en ajoutent aussi. Alors donc, en voici quelques-unes de ces statues. Celle que je préfère fut celle-ci. Elle a été créée par Jacques Huette et elle se nomme Nous trois. Ils ont tous été inaugurés lors du Symposium de sculpture de Terrebonne en 1978. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il y en a plusieurs de ces statues qui sont en mauvais état. Mais heureusement, enfin, il y a un programme de restauration en cours pour tous les restaurer. Alors, auparavant, il y avait une autre statue aussi qui était présente, qui a été déplacée tout simplement dans une autre partie de la ville. Alors maintenant, après avoir sorti de cette petite balade et puis avoir observé quelques statues, on se retrouve devant la boulangerie et le bureau seigneurial. Devant ce bâtiment se trouvent de très jolis potagers qui représentent très bien les produits qui étaient consommés à l'époque, qui étaient produits à l'époque. Donc c'est vraiment une représentation des jardins d'auparavant. C'est vraiment intéressant. Il y a plein de petits panneaux explicatifs qui disent chaque espèce dans le potager, ce qui était produit ou pas, etc. Puis il y a même un moule de comment qu'ils faisaient les turbines des moulins, comment qu'ils les construisaient. Donc, aussi, vous allez pouvoir visiter le bureau seigneurial. Donc, c'est à cet endroit que le seigneur et son intendant géraient littéralement les affaires de la seigneurie. Ils percevaient des cens et les rentes des habitants, et aussi ils tenaient les archives de la ville. Donc, maintenant, on se trouve devant le moulin à scie de la seigneurie. On est à peu près à 5-6 moulins juste sur une île en particulier. Donc, c'était un vrai complexe industriel de l'époque. Alors, donc, le moulin à scie sera construit en 1725, puis il sera remplacé par un nouveau en 1803. Alors, donc, il a été bâti sous le seigneur Simon McTavish, qui était le premier seigneur anglophone à diriger la ville. Et puis, le bâtiment accueillait aussi une manufacture de clous, un moulin à carder et à farine. Donc, il y avait plusieurs moulins dans le même complexe. Aujourd'hui, il ne reste plus
que seulement un moulin, les deux autres ont été démolis. Alors donc, le moulin à farine fut l'un des moulins les plus productifs de la province. Un incendie dévastateur malheureusement détruit le moulin en 1898. Alors donc, le moulin va cesser ses activités dès 1940. Aujourd'hui, le lieu est devenu la bibliothèque municipale de la ville. D'ailleurs, vous pouvez littéralement y entrer. Vous pouvez aller voir les engrenages qui se trouvent toujours dans la bibliothèque. Vous pouvez y entrer et puis c'est totalement gratuit. Après avoir vu ce moulin, donc nous allons quitter l'île des Moulins en tant que telle, donc la zone que je viens d'explorer. Et puis nous allons aller en direction de l'hôtel de ville. En passant, il y a de magnifiques commerces. La ville a fêté son 350e l'an dernier, en 2023. Alors pour l'occasion, ils ont mis une magnifique ligne du temps historique de tous les événements marquants qui se sont produits depuis la création de la ville. Alors vraiment, c'est un incontournable à aller voir quand vous êtes ici, car moi, vraiment, qui est un passionné d'histoire, et puis ça a été vraiment une magnifique expérience de pouvoir lire. Ça m'a pris environ un bon 30 minutes, toutes lire les petites vignettes de chaque année, ce qui s'est passé d'important. Et puis, il y a des magnifiques vues sur la rivière des Mille-Îles. Juste de prendre son temps et puis d'observer les lieux, c'est déjà vraiment bien. Et puis, ça allonge la fameuse route cyclable, la véloroute cyclable, la Transterrebonne. Alors, après ce chemin, je me suis rendu à l'hôtel de ville qui a été reconstruit suite à un incendie majeur par les habitants. Et puis, la ville de Terrebonne est jumelée avec une autre ville qui se trouve en France. Donc, j'ai vraiment appris ça, je le savais vraiment pas. Alors, donc, c'est la ville de Vitré en France qui sont jumelés ensemble depuis 1983. Et puis, l'an dernier, ils ont célébré leurs 40 ans d'amitié en tant que les deux villes. Donc, ils se sont offerts chacun une œuvre d'art représentant leur amitié. Mais maintenant, la ville a subi plusieurs événements tragiques comme le grand incendie de 1922. Alors, un feu s'est déclaré dans la manufacture de portes et de châssis plus loin sur une rue du village. Malheureusement, les nombreux copeaux de bois laissés dans le bâtiment ont vraiment favorisé grandement la propagation de l'incendie, qui se sont aussi propagés beaucoup plus vite à cause des conditions météorologiques qui n'étaient pas particulièrement bonnes. Il y avait des vents à plus de 80 km/h. Alors au final, malheureusement, 128 immeubles sont détruits par cet incendie et puis 140 familles se sont retrouvées tout simplement à la rue sans domicile. Et puis au moins, l'important c'est qu'il n'y a eu aucune vie qui a été prise par cet incendie, seulement du matériel. Alors le matériel en tout pour cet incendie a coûté plus de 688 000 $, ce qui est quand même énorme pour ce temps-là. Et puis les plusieurs pompiers de différentes villes autour de la ville de Terrebonne sont venus porter action à cet incendie car c'était vraiment majeur. Donc des pompiers de Montréal, de Trois-Rivières sont venus aider à éteindre cet incendie. Plus loin dans la ville, donc il y a un mémorial sur la Première Guerre mondiale qui est en l'honneur des habitants de la ville qui se sont battus lors de cette guerre. Alors le mémorial fut inauguré en 1922. Aussi, ils ont rajouté des noms lors des autres conflits comme la Seconde Guerre mondiale ou d'autres guerres. Et puis au départ, elle était installée près de l'entrée de l'île des Moulins. Elle fut déplacée pour plus de visibilité car avant elle était un peu cachée. Et puis maintenant, donc c'est vraiment en leur honneur. Ils ont même rajouté deux artilleries de cette époque. Alors donc c'est un bel hommage aux soldats disparus et ceux qui sont revenus du front. Alors en remontant plus haut sur la rue et puis dans le vieux Terrebonne, je suis tombé sur l'église Saint-Louis de France qui est immanquable dans le paysage du quartier. Alors donc cette église, imaginez-vous que la première église n'était pas à cet endroit-là, elle était sur le bord de l'eau. Donc en 1724, une petite chapelle de bois est érigée sur le bord de la rivière à l'emplacement du stationnement du théâtre, comme on l'a pu voir tout à l'heure. En 1734, la chapelle est remplacée par une vraie église en pierre, beaucoup plus grande car la population commençait à vraiment grandir rapidement et puis il n'y avait pas assez de place dans l'ancien lieu de culte.
Alors, par après, elle sera agrandie à plusieurs reprises. Et puis, dans les années 1870, l'idée de remplacer l'église pour une nouvelle émerge dans la population, car elle est dite comme trop petite, plus adéquate à la population et à l'époque. Alors, donc, Madame Masson, donc celle qu'elle avait construit le Moulin Neuf, a décidé d'offrir une partie de son terrain pour la construction de celle-ci. Donc, son terrain qui est l'église est située juste à côté du Collège Saint-Sacrement, qui était son ancienne résidence. Alors, elle lègue une partie de son terrain et puis elle financera beaucoup la construction et tout. Elle sera inaugurée en 1879 dans la sphère catholique religieuse dans le diocèse de Montréal. Alors, particularité de cette église, ce qui est quand même peu présent au Québec, c'est que il y a des tombes situées sous la nef de l'église, donc la tombe des riches familles qui ont habité le Vieux-Terrebonne sont principalement situées sous l'église. Donc, parfois, surtout l'Halloween, je crois, ils font certaines visites de la crypte en dessous de l'église, donc qui serait une activité intéressante. Juste à 2 pas de l'église, il y a le Château Masson, qui était la résidence donc de Joseph Masson et de Marie-Geneviève Sophie Raymond Masson. Alors donc, celui-ci, donc Joseph Masson, est né en 1781 et puis en 1909, il épousera donc sa femme. Pendant ce temps, Monsieur Masson est féroce en commerce, il fait fortune, il devient même vice-président de la Banque de Montréal, ce qui était plutôt rare pour un francophone. Et puis en 1832, il acquiert donc la seigneurie de Terrebonne. Il meurt malheureusement en 1847 et aujourd'hui, il est reconnu comme le premier millionnaire canadien francophone. Alors donc, devenue veuve, sa femme, donc Madame Masson, construit entre 1848 et 1854 le Château Masson. Et puis c'est l'une des premières femmes entrepreneuses de cette époque. Et puis elle construit le château. Il devient un endroit de vie sociable où les élites politiques et religieuses se côtoient. À la mort de la seigneuresse, le bâtiment est légué aux Sœurs de la Providence qui s'occupaient du bien-être des habitants, mais malheureusement, ils ne l'auront pas longtemps, ils vont rapidement le céder. Puis le manoir restera abandonné malheureusement pendant 14 ans avant d'être acheté par les Pères du Très Saint-Sacrement en 1902. Depuis cette époque, le manoir est consacré à l'éducation. Alors, encore aujourd'hui, il héberge le Collège Saint-Sacrement, qui est un collège privé qui donne encore de l'éducation aujourd'hui. Juste en face du manoir Masson, on a un parc qui est le parc Masson en leur honneur. C'est à cet endroit que l'ancien manoir de la seigneurie auparavant se trouvait avant la construction du nouveau château. Il sera démoli par Madame Masson pour y construire un jardin étagé en 1911. Une de ses dernières volontés fut que toute la population puisse profiter de son jardin, ce qui fut le cas. Comme nous l'avons vu, la famille Masson a marqué la ville par ses ambitions et puis encore aujourd'hui, on peut voir plusieurs traces. Alors donc aujourd'hui, le parc Masson est toujours un parc public ouvert à tous, ce qui est les dernières volontés de Madame Masson qu'elle avait même écrit dans son testament. Après avoir terminé ma visite du Vieux-Terrebonne en général, j'ai remonté la rue Saint-Louis pour revenir au terminus Terrebonne pour conclure ma visite. Alors cette rue est bordée par énormément de riches demeures bourgeoises, historiques, comme celle-ci qui est l'ancienne demeure de Monsieur Fraser Mackenzie, qui était un médecin assez fortuné. Il a une magnifique demeure, elle est de style Regency. De nombreuses demeures sont très bien mises en valeur, aussi il y a de très belles vues sur la rivière des Milices, ça vous fera vraiment une magnifique balade en découvrant ces magnifiques demeures, sont tous fleuries. Juste devant moi se trouve devant le château Millette, qui est construit en 1914 par Alphonse Millette et Geneviève Masson. Aujourd'hui, il a été reconverti en salon funéraire. Alors donc, je vais terminer mon tour de la ville par l'ancienne église anglicane Saint-Michael. L'église actuelle a été construite en 1895, mais dès 1840, il y en avait déjà une sur ce site. Elle a été demandée par Matthew Moody, riche industriel. Alors donc, pour conclure cette première visite donc, avec vous en tant que touriste, je vais vous partager mes trucs et astuces pour que vous passiez vraiment une bonne visite. Donc, mon premier conseil serait de visiter les lieux principalement le vendredi et la fin de semaine, car si vous voulez vraiment visiter la majorité des activités, elles sont souvent seulement disponibles à cette période.
Et puis tout ce que vous avez vu dans cette vidéo vous pouvez aller les voir à tout moment. Mais vraiment, pour vraiment aller visiter les expositions, les lieux, etc., il serait préférable d'y aller pendant les jours de fin de semaine et le vendredi. Est une très belle vision de ce que vous pourriez voir le système seigneurial au Québec. Il y a quand même certaines villes, surtout sur la Couronne-Nord, qui sont des belles représentations. Terrebonne en est une. Alors, dans le Vieux-Terrebonne, vous allez pouvoir retrouver les moulins, le manoir, le bureau seigneurial, etc., l'église, donc vraiment le système seigneurial. Si vous voulez en apprendre plus sur ce système, vraiment, Terrebonne serait une belle destination pour celui-ci qui a quand même marqué, ce système a quand même marqué plusieurs années au Québec et puis le marque encore. Aussi, je vous suggère de louer un vélo ou d'apporter le vôtre pour découvrir la ville sous un tout autre angle. Et puis, avec la véloroute Trans-Terrebonne, ça pourrait vraiment un bel arrêt dans votre parcours tout en faisant du sport, ce qui serait vraiment intéressant. Et puis le parcours fait l'entièreté de la ville, donc ça va vraiment vous permettre de découvrir aussi les autres coins de Terrebonne qui sont certes moins historiques, mais beaucoup plus aussi, il y a beaucoup d'endroits naturels sur la route, donc vous avez une magnifique forêt où vous pouvez faire du vélo de plein air plus loin sur le sentier, ce qui pourrait être une très belle expérience aussi. Aussi, sur le parcours, vous allez pouvoir avoir encore une fois des magnifiques vues sur la rivière des Mille-Îles. Aussi, je vous conseille fortement de vous renseigner avant d'y aller sur les différents spectacles et événements qui se déroulent tout au long de l'année dans la ville pour ajouter de l'animation et de la culture durant votre visite. Prendre un billet pour un spectacle au Théâtre du Vieux-Terrebonne ou directement après dans les festivals. Donc, il y en a quelques-uns pendant l'été et puis il y en a surtout un l'hiver. Alors, donc vraiment, ça serait intéressant de jumeler ça à votre visite, pourquoi pas, pour rajouter une petite touche culturelle. Et puis, selon moi, la meilleure saison pour visiter le Vieux-Terrebonne, c'est l'automne, car vraiment, vous allez avoir une expérience naturelle extraordinaire avec les couleurs d'automne, le charme historique du quartier. Vraiment, c'est une très belle façon de découvrir le lieu. Mais si vous voulez vraiment voir les expositions, vraiment connaître l'histoire avec des guides, etc., il est préférable d'y aller vraiment l'été car la majorité sont ouvertes à cette période. Mais vraiment, été comme automne, même au printemps, le Vieux-Terrebonne est une très belle option, juste à côté, juste à 2 pas de Montréal. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce petit parcours dans le Vieux-Terrebonne pour plus découvrir l'histoire juste à côté de chez nous. Donc moi j'habite directement à côté de cette ville, j'y vais depuis que je suis jeune, puis j'ai encore appris des informations passionnantes sur son histoire et puis j'ai vraiment profité de ma petite balade. Aussi, ça vous permet vraiment d'avoir des très belles escapades à Montréal faciles. Alors donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines escapades dans des lieux touristiques ou semi-touristiques pour juste découvrir les villes. Et puis voilà, tout simplement. Donc je vous invite à liker et commenter la vidéo sur si ça vous intéresserait de découvrir le Vieux-Terrebonne. Alors donc je vous remercie et on se revoit pour une prochaine destination. À la prochaine, bye bye.